Alors, il faut savoir qu'en France, on a un système de soutien pour les artistes qui est vraiment unique au monde. Et pourtant, en 2003, c'est ce même système qui a mis toute la vie culturelle du pays à l'arrêt. C'est quand même fou, non? Comment un filet de sécurité a-t-il pu devenir le point de départ d'une crise nationale? Eh bien, c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Essayons de nous projeter. On est à l'été 2003. Des festivals hyper connus comme Avignon ou Aix-en-Provence annulent leurs spectacles les uns après les autres. Imaginez un peu la scène, les scènes sont vides, les rues sont silencieuses et le public, il est complètement abasourdi. En fait, une grève massive des artistes et des techniciens vient de paralyser toute la vie culturelle du pays. Forcément, la question est sur toutes les lèvres. Comment on en est arrivé là? Quel est ce mécanisme social si central, si vital pour les artistes qu'une simple menace à son encontre peut provoquer un tel séisme? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, première partie, on va expliquer ce fameux régime. Qu'est-ce que c'est exactement et surtout, comment ça fonctionne? Bon, première chose, il faut tout de suite tordre le cou à une idée reçue. On entend souvent parler du statut d'intermittent, mais en réalité, ce n'est pas un statut à part. C'est un ensemble de règles. Des règles spécifiques, c'est vrai, mais bien à l'intérieur du système général d'assurance chômage. Donc attention, ce n'est pas de l'assistanat, c'est une assurance. Elle est financée par des cotisations. Et sa raison d'être, elle est toute simple en fait. C'est de compenser le fait que, dans le monde du spectacle, le travail est par nature, intermittent. Un tournage de film, ça se termine. Une pièce de théâtre, elle a une dernière représentation. Le principe de base, il est assez simple à comprendre. Pour ouvrir des droits, un artiste ou un technicien doit accumuler au moins 507 heures de travail sur une période de 12 mois. Une fois que ce seuil est atteint, la personne devient éligible et peut toucher des allocations chômage pendant ces périodes sans contrat. Et ce, pour les 12 mois qui suivent. C'est une sorte d'équilibre entre des périodes de travail souvent très intenses et une certaine sécurité de revenus pour le reste de l'année. Et pour beaucoup d'intermittents, ces allocations, ce n'est pas juste un filet de sécurité pour les coups durs. Non, ça représente souvent plus de la moitié de leur revenu annuel. On parle ici d'une sorte de salaire socialisé, c'est-à-dire que le revenu est en partie déconnecté de l'emploi direct et il est mutualisé à travers le système d'assurance. Le point qui est absolument crucial à comprendre, c'est celui-ci. Ce n'est pas le contribuable qui paye directement, c'est l'ensemble des salariés et des entreprises du secteur privé via un mécanisme de solidarité qu'on appelle interprofessionnel. C'est le fondement même de notre assurance chômage. On est donc très loin du cliché de l'artiste subventionné, c'est un droit qui a été conquis et qui est financé par le monde du travail lui-même. Allez, revenons à notre fameuse crise de 2003. Parce que c'est précisément ce système, cet équilibre si particulier, qui s'est retrouvé brutalement menacé. Voilà le chiffre qui a mis le feu aux poudres. 828 millions d'euros. C'était le déficit de la branche spectacle de l'assurance chômage en 2002. Pour ceux qui géraient le système, ce chiffre, c'était la preuve irréfutable que le modèle n'était plus tenable financièrement. Et c'est sur cette base que tout le projet de réforme a été lancé. Et là, deux camps se sont formés, face à face. D'un côté, les réformateurs, avec en tête le MEDEF, le syndicat des patrons, et la CFDT, un des grands syndicats de salariés. Leur idée? Durcir les conditions d'accès pour maîtriser les coûts, notamment en exigeant que les 507 heures soient faites sur une période plus courte. Et de l'autre côté, on avait la CGT Spectacle et la coordination des intermittents qui, eux, dénonçaient une véritable machine à exclure, une réforme qui allait s'attaquer aux droits des plus fragiles. Pour vraiment saisir toute l'intensité de ce conflit, il faut prendre un peu de recul. En fait, la crise de 2003, ce n'est qu'un chapitre dans une histoire bien plus longue, celle de la recherche permanente d'un équilibre entre liberté de création et sécurité économique. En un siècle à peine, on a vu 3 grandes stratégies se suivre. Au tout début du XXe siècle, on était dans une logique de corporation. Les syndicats fermaient un peu le marché du travail pour protéger leurs membres. Ensuite, après la guerre, c'est l'ère où l'on compte sur l'État pour créer des emplois stables dans la culture. Et enfin, depuis les années 80, on est entré dans notre ère actuelle où la priorité n'est plus tant de garantir un emploi que de garantir une continuité de revenus, grâce à ce fameux salaire socialisé via l'assurance chômage. On arrive à notre dernière partie. Et si ce système, pensé pour les artistes, nous parlait en fait du futur du travail pour nous tous? Le constat est là. Le travail intermittent, qui était autrefois une spécificité des artistes, est devenu la norme pour des millions de personnes. Regardez, en 20 ans, le nombre de demandeurs d'emploi qui ont une petite activité à côté a tout simplement triplé en France. La précarité s'est généralisée. Et c'est précisément là que le combat des intermittents prend une toute autre dimension. Cette phrase, qui date de 2003, résume parfaitement leur vision. Oui à la flexibilité du travail moderne, mais non à la précarité et la misère qui vont avec. En fait, ils se sont battus non pas pour un privilège, mais pour un nouveau modèle de sécurité. Alors, en quoi ce système pourrait être un modèle pour demain? D'abord, il prend acte de la fin du plein emploi stable comme seul et unique horizon.
Ensuite, il offre une sécurité qui permet de jongler entre différents projets, différents employeurs. Il repose sur une solidarité large. Et surtout, il donne un certain pouvoir aux travailleurs, celui de pouvoir choisir leur projet, de se former entre deux contrats, sans être complètement à la merci du marché. On va se quitter sur cette question. Le régime des intermittents, qui est si souvent critiqué et vu comme une exception française, pourrait-il finalement nous montrer une voie d'avenir, une façon de concilier la flexibilité que le monde économique nous impose avec la sécurité à laquelle tout travailleur aspire? C'est une piste de réflexion intéressante, non ?